J'ouvre à présent les débats. Alors, Brigitte Nédélec. Madame la Présidente, Monsieur le Président de Commission et mes chers collègues, vous nous demandez d'approuver la feuille de route internationale pour 2018 qui a été établie avec la Direction des Affaires internationales par les envoyés spéciaux. Nous saluons l'intérêt et la qualité du travail effectué, mais au vu de ce rapport, nous nous interrogeons. Qu'est-ce qui, dans ce document, ne pouvait être réalisé sur notre territoire et à moindre coût? La région dispose d'une cellule relations internationales. La cellule Invest in France, qui nous a été présentée en commission, nous paraît efficiente. De nombreux organismes sont susceptibles de soutenir l'action internationale des entreprises. En particulier, c'est bien dans les Pays de Loire que doit s'organiser la mise en cohérence des actions collectives et l'indispensable coordination entre les interlocuteurs susceptibles d'intervenir en soutien des entreprises exportatrices, Business France, la CCI, BPI France, les banques, etc. En conséquence, l'installation à l'étranger de ces correspondants régions est-elle bien justifiée? Comment sont-ils rémunérés? Bénéficient-ils d'un statut et donc des rémunérations des expatriés? Néanmoins, nous constatons qu'avec cette feuille de route, la région élabore elle-même sa stratégie de développement international, ce qui procède du principe de subsidiarité, la collectivité prenant de son propre chef les décisions qui la concernent, ce qui est satisfaisant. Cela étant, ce modèle qui contourne l'État dans sa mission d'assurer la cohérence des territoires peut mener à une concurrence entre régions au détriment d'une vision d'ensemble, dont seul l'État est capable, pour garantir un minimum d'équilibre socio-économique entre les régions françaises. Qu'adviendrait-il, par exemple, si chacune des 13 régions procédait à l'installation d'envoyés spéciaux en Chine, par exemple? Serions-nous encore audibles? Cette hypothèse, certes sans doute caricaturale, a du moins le mérite de poser la question d'une veille, voire d'une coopération avec d'autres régions. C'est une question que pose également le Césaire. Par ailleurs, en entrant dans le détail du document émis, quelques points nous interpellent. Même s'il n'y a rien à redire sur le principe, tout ce qui est organisation de salons, de rencontres, acheteurs, d'envoi de délégations, ne va-t-il pas induire de nouvelles dépenses pour la région? Aussi, nous appelons à la vigilance sur la pertinence de l'accompagnement régional de ces manifestations et sur leurs coûts. En ce qui concerne le bloc européen, pour le Royaume-Uni, la proposition de mise en place d'une cellule Brexit avec veille sur le calendrier de la sortie du Royaume-Uni de l'UE, ça nous intrigue. Voilà. La Commission européenne s'emploie à compliquer les négociations de sortie de l'UE, tandis que la catastrophe annoncée, la grande migration des entreprises britanniques, les départs des sièges de la City, etc., se fait attendre. Dans ces conditions, cette cellule créera-t-elle des difficultés supplémentaires à la Grande-Bretagne ou facilitera-t-elle nos échanges commerciaux? En ce qui concerne l'Italie, l'ambition régionale de suivi de la stratégie Fincantieri et les missions de prospection sur les activités de l'armateur italien, ciblées en particulier sur les sous-traitants, nous paraît bien modeste pour ce fleuron de notre industrie que constituent les chantiers navals de Saint-Nazaire. C'est comme un renoncement, comme s'il n'en avait plus aucune prise sur son développement. Sur le lobbying européen, la veille récurrente avec le bureau de représentation des Pays de Loire à Bruxelles sur le marché belge nous interpelle aussi. Quels sont les moyens en personnel et l'influence de ce bureau? La région a-t-elle les moyens suffisants pour faire valoir ses intérêts face aux commissaires européens? Et nous pesons bien peu face aux Länder allemands. L'idée de travailler sur un projet de regroupement de produits ligériens pour exporter depuis le port de Nantes-Saint-Nazaire via des partenaires e-commerce qui pourraient également investir dans des entrepôts est bonne. Et ceci devrait s'accompagner d'un renforcement des investissements sur les infrastructures portuaires du port de Montoir-Saint-Nazaire, qui connaît une extension de son trafic et dont le développement pourrait profiter à Airbus, STX et bien d'autres entreprises. Actuellement, les investissements sont trop faibles du fait du désengagement de l'État dans le dragage du chenal d'accès et du manque de raccordement routier et ferroviaire. En ce qui concerne le bloc Maghreb-Afrique, nous constatons que les difficultés liées aux problèmes sanitaires et aussi à la corruption ne sont pas évoquées. Les entreprises, notamment celles qui sont nouvellement exportatrices, auront besoin d'être accompagnées sur ces deux problématiques. Enfin, le site d'implantation à Abidjan est-il pertinent?
La porte d'entrée de l'Afrique n'est-elle pas plutôt le Maroc? Sur le bloc Asie, nous notons que la zone ASIN, donc l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, n'a pas été retenue comme zone privilégiée d'export, sauf, je viens de le voir, l'Indonésie. Pourtant, les taux de croissance du PIB y sont actuellement très élevés. Et ce sont les pays de l'Asie du Nord-Est qui sont les principaux partenaires commerciaux qui en tirent profit. Un rapport parlementaire de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat, déposé en juillet 2014 et intitulé « Reprendre pied en Asie du Sud-Est », souligne que la France est loin de tirer tous les bénéfices du décollage de cette zone et que compte tenu des potentialités de croissance et des nouveaux besoins de consommation, d'équipement et d'infrastructures, l'ASIN devrait être une priorité centrale de la diplomatie économique. Les pays de Loire ont fait un autre choix, celui de l'Asie du Nord-Est, certainement des marchés plus structurés, mais qui sont vastes et également difficiles à pénétrer. Nous avons noté parmi les clés d'entrée sur le marché chinois la volonté louable d'accentuer la promotion des vins de Loire. Donc j'avoue que je m'interroge sur la façon dont notre région va s'y prendre. En fait, les vins de Loire peinent toujours à conquérir le marché asiatique. La clientèle asiatique est attachée aux grands noms, aux marques prestigieuses dans tous les domaines et pas seulement la mode et les cosmétiques. Les vins, qui restent une marque de prestige social, n'y font pas exception. Champagne, cognac, grands crus renommés, les goûts de la clientèle asiatique sont bien connus. Nous souhaitons bien sûr la réussite de nos vins de Loire et nous aimerions être optimistes, mais considérons que le but ne sera pas atteint facilement. D'autant qu'aujourd'hui, la Chine possède le deuxième vignoble mondial après l'Espagne. C'est surprenant, mais c'est vrai. Enfin, il nous faut faire part de nos inquiétudes concernant le secteur de la biotech, dans la mesure où l'Asie en général et la Chine en particulier est très transgressive pour tout ce qui concerne la génétique. En particulier, aucune norme éthique contraignante ne semble freiner les transhumanistes chinois. Pour mémoire, les scientifiques chinois ont annoncé au mois de janvier 2018 le premier clonage réussi de singes. Les risques sont les mêmes pour Singapour, la Corée du Sud, le Japon. Allez-vous fixer des limites à cette fuite en avant vers le transhumanisme que les Asiatiques envisagent comme un outil de domination politique ou comme à l'accoutumée, nous répondrez-vous, c'est la loi qui le permet, que de toute façon les autres le font et que ce n'est pas de notre faute. Enfin, je reprendrai le titre d'une publication du Monde Économie de 2014, mois de mars. En Chine, copier brevets et technologies reste la norme. Je préfère faire référence à un article du Monde, comme ça je ne serai pas accusée de Dieu seul sait quoi. Dans ces conditions, l'aspect sécurité et protection des données et brevets nous paraît un point essentiel de l'accompagnement des entreprises sur le marché chinois. Enfin, même si, comme tous ici, nous souhaitons le développement des entreprises ligériennes et que nous nous réjouissons si les démarches entreprises se concrétisent par des créations d'emplois ou que des emplois sont maintenus, nous ressentons néanmoins un certain malaise. Pour prendre un peu de hauteur, à la lecture de ce document, s'impose pour nous la vision de bateaux et d'avions cargo remplis de marchandises, traversant le monde dans tous les sens et sans tarification douanière. Cette feuille de route dégage, il faut la mettre, un certain parfum de fioul. En effet, nous sommes bien là, toujours dans une vision ultra-mondialisée de l'économie, alors même que les objectifs écologiques appellent à rapprocher le producteur du consommateur et que le but à poursuivre pour le siècle en cours nous paraît être la réindustrialisation régionale et le développement des circuits courts. Small is beautiful, déclarait l'économiste britannique Ernst Friedrich Schumacher dans un essai qui a fait date. L'économiste y plaidait pour une société à la mesure de l'homme, basée sur une économie de la permanence et sur une utilisation soutenable des ressources naturelles. La région des Pays de la Loire prendra-t-elle sa part dans le processus de relocalisation globale qui sera bel et bien l'enjeu du XXIe siècle? Je vous remercie de votre attention. Monsieur le Président, je vous laisse conclure. Oui,
Alors d'abord, je vais répondre à Mme Nedelec. Effectivement, Mme Nedelec, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les Pays de la Loire comme en France, on a un léger problème de balance commerciale. On a des chiffres en termes de développement économique qui sont globalement bons, mais on a quand même des points d'alerte. Et la balance commerciale des Pays de la Loire est un de ces points d'alerte. Alors effectivement, on peut essayer de faire de l'international à partir de l'hôtel de région de Nantes, mais je ne crois pas que ce soit particulièrement efficace quand on sait que les moteurs de la croissance des entreprises aujourd'hui reposent essentiellement sur deux piliers, l'innovation et l'international. Et bien souvent, d'ailleurs, quand vous parlez avec les chefs d'entreprise, ils vous disent que pour aller à l'international, il faut d'abord avoir innové avant, c'est-à-dire pas forcément avoir fait une rupture technologique, mais avoir innové, parfois même dans son management ou dans sa politique commerciale. Alors, vous rappelez aussi, Madame Nedelec, que de par ses compétences dévolues par la loi, la région a en charge les politiques à l'international. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard qu'on a adopté un schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Donc le mot international est bien même dans ce schéma. Et pour ce faire, nous avons fait, il y a un an et demi, un choix très fort de positionner 3 envoyés spéciaux à travers le monde. Ces envoyés spéciaux, ils sont financés, pour répondre très pratiquement à votre question, à moitié par la région, à moitié par Business France, et grosso modo, la ligne budgétaire qui leur est allouée est de 350 000 €. Donc ce que je peux vous dire aussi, et ce dont je peux vous rassurer, c'est qu'ils ne sont pas payés comme des expatriés en dehors de France. Ils sont devant moi, ils ont le sourire, et je pense que s'ils étaient payés comme des expatriés, ils apprécieraient beaucoup. Mais ce n'est pas le cas. Voilà. Par ailleurs, vous avez posé la question du travail en relation, et ça a été soulevé aussi par d'autres orateurs, la question du travail avec d'autres régions. Moi, je voudrais quand même vous dire d'abord que ce document de travail qui positionne les filières et les pays sur lesquels nous avons fait des choix de pays, choix de filières, nous croisons pays et filières avec les filières les plus performantes des Pays de la Loire. On n'a pas fait des choix comme ça au doigt mouillé. Il y a des raisons très, très structurées pour faire ces choix de pays et de filières. Eh bien, évidemment, ce document, on va être amené à travailler maintenant avec les pôles et les clusters pour que ce soit leur document de travail et décliner, évidemment, cette feuille de route sur le terrain. Et donc, à travers les clusters et les pôles de compétitivité qui ont une action intra-régionale ou interrégionale, évidemment, nous pouvons avoir des contacts et des actions communes avec certaines régions. Mais je vous rappelle aussi, c'est parce que c'est la vie, c'est comme ça qu'à l'international, on est aussi en compétition avec d'autres régions. Et que d'autres régions ne nous attendent pas et que lorsque on travaille sur telle ou telle filière, il y a une compétition qui se met en route et que cette compétition, elle peut d'ailleurs être saine pour nous remettre en cause et nous obliger à être plus performants. Par ailleurs, sur notre antenne à Bruxelles, je voulais vous préciser qu'il y a environ 6 personnes qui travaillent et que cette antenne à Bruxelles regardera effectivement aussi l'évolution du Brexit. Ce n'est pas une question de gêner ou pas gêner la Grande-Bretagne. D'ailleurs, je pense qu'on a tout intérêt à être relativement discret parce que je pense qu'il y a un certain nombre d'Anglais et d'amis du United Kingdom qui sont assez gênés par cette sortie de l'Europe. Donc on a intérêt à être assez discret mais vigilant parce qu'il peut y avoir des opportunités d'affaires pour la région et pour les entreprises régionales. Très ponctuellement aussi, très factuellement, je voudrais vous dire aussi que le grand port de Nantes-Saint-Nazaire participe quasiment à toutes les missions que nous menons à l'étranger. J'étais en Chine l'année dernière, Jean-Pierre Chalut, le président du port, était présent. Il était présent ou un certain nombre de ses collaborateurs présents aussi dans d'autres missions plus récemment. Et quand vous dites que vous vous posez des questions sur la façon dont les vins de Loire peuvent se vendre en Chine, eh bien, je peux peut-être vous rassurer en vous disant que, par exemple, lors du prochain French Gourmet à Hong Kong, en 2019, les vins de Loire seront à l'honneur, après la Bourgogne, le Bordeaux, etc. Et que, par ailleurs, lors de notre mission l'an dernier en Chine, nous avons rencontré de potentiels acheteurs de vins de Loire qui sont prêts après à faire du e-commerce dans leur pays. Et puis, vous précisez aussi que sur la Chine, on ne travaille pas sur le transhumanisme. Il y a 2 sujets qui intéressent les Chinois et sur lesquels les Pays de la Loire ont vraiment des capacités, des compétences et des savoir-faire tout à fait particuliers du début jusqu'à la fin de la chaîne. C'est la cancérologie. Et d'ailleurs, l'Institut de cancérologie de l'Ouest a signé déjà des accords de partenariat avec certains hôpitaux chinois.
et la silver economy, sur lesquelles nous sommes particulièrement positionnés, sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir dans les mois qui viennent. Pour revenir sur les propos de Mme Coaprout, je voulais vous dire que vous dites qu'il n'y a pas de stratégie dans ce document. Évidemment, la stratégie, elle est dans le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. C'est une déclinaison, ce document, sur les opportunités et les tendances 2018 de cette stratégie. Je le répète, on a croisé pays et filières, et c'est un document qui sera évolutif, qui est évolutif. Si on a oublié, si vous pensez qu'on a oublié une filière donnée sur un pays donné, on prendra. J'ai noté que le Césaire nous dit vous ne parlez pas du tourisme. Très bien, on ne parle pas du tourisme. Sauf que le tourisme, c'est plutôt de l'invest que de l'export. Mais bon, on peut regarder les choses. On n'est pas fermé du tout au dialogue. Ce n'est pas un document qui est fermé, qui est gravé dans le marbre une fois pour toutes. C'est un document qu'on va faire évoluer dans le temps. Et ça sera évidemment, ce document prend en compte toutes les opportunités d'affaires pour les entreprises sur des filières qui sont particulièrement importantes dans notre région. Et puis, j'ai trouvé que votre remarque, quand même, en disant qu'il suffisait d'un clic pour avoir toutes ces informations, elle est quand même un petit peu dure pour les services et pour nos envoyés spéciaux, parce que, moi, je veux dire, avec le sourire, je pense que si vraiment d'un clic, vous arrivez à avoir tous ces documents, je pense que Jacques Briand, qui est le directeur des affaires internationales ici, sous l'autorité, bien sûr, et sous l'autorisation de la présidente, va vous embaucher sans problème de suite, parce que ça a nécessité un petit peu plus qu'un coup de clic. Et les envoyés spéciaux, qui n'ont pas fait que ça depuis un an, qui ont déjà travaillé sur un certain nombre de missions, de salons. Moi, je suis retourné au CES Vegas cette année. Yannine Vega nous accompagnait sur ce CES, a pu accompagner les entreprises, a noué un certain nombre de contacts, a eu des rendez-vous de travail avec des entreprises algériennes ou des USA sur ce même salon, n'ont pas fait que ce document, mais ce document a pris quand même beaucoup de temps aussi et beaucoup d'énergie aux envoyés spéciaux et aux services de la région. Donc, il ne s'agit pas de ramener ça à un seul coup de clic. Vous avez parlé aussi de la suppression et de la diminution, tout au moins, des subventions prime export à 50%. Effectivement, les 100%, on s'en a aperçu, il y avait un réel effet d'aubaine. Et d'ailleurs, je veux vous dire, il n'y a pas d'entreprise qui revienne au créneau en disant pourquoi vous ne financez plus à 50%. Le vrai sujet, c'est qu'il y ait un engagement des entreprises pour participer à un salon et surtout qu'il y ait un diagnostic, un suivi de l'entreprise en amont et en aval pour vérifier que ce salon lui a réellement apporté quelque chose et éventuellement revoir avec elle sa stratégie à l'international. Par ailleurs, ou alors je n'ai pas bien compris, mais vous nous demandez de financer plus les VIE. Les VIE, on est la région de France qui les finançons le plus. On finance le VIE à hauteur, on prend en charge en totalité la première année de salaire, intégralement, on est la région qui finance le plus, et par ailleurs, on n'a rien changé par rapport à ce qui se faisait auparavant du temps de l'ancienne majorité. Sur l'Europe, alors peut-être que nous ne sommes pas suffisamment clairs et que nous ne communiquons pas suffisamment, mais justement, on va faire quelque chose qui n'a pas été fait depuis longtemps dans cette maison, c'est qu'on va réinvestir l'export proche. Sur les 10 pays avec lesquels la région, les entreprises des Pays de la Loire font le plus d'affaires, 7 sont européens. Donc on va réinvestir, et on réinvestit déjà l'export proche, notamment par exemple, on aura des entreprises sur le salon de l'industrie à Hanovre, très prochainement, au mois d'avril, et d'ailleurs j'irai les soutenir. Donc on réinvestit à l'export proche, notamment sur l'Allemagne, notamment sur l'Italie. Et donc, dans ce document, vous avez aussi un certain nombre de fiches qui concernent ces pays-là. Quand vous dites que l'Italie est le premier pays en termes d'investissement, je voudrais souligner que c'est conjoncturel, c'est pas structurel. C'est l'Allemagne qui est le premier pays en invest dans notre région. L'Italie, c'était conjoncturel parce qu'en 2016, il y a eu un très gros dossier en Vendée. Mais bon, peu importe, c'est juste un petit détail, mais je voulais rétablir la vérité. Alors peut-être que je n'ai pas compris ce que vous avez dit, je suis désolé, madame. Et puis par ailleurs, non mais je vous ai dit que c'est pas moi d'ailleurs qui l'ai dit, c'est l'agence régionale et Virginie Cassaigne qui l'a dit, l'Invest en 2016, les principaux investisseurs en région ont été italiens parce qu'il y a un très gros dossier italien en Vendée, mais c'est tout à fait conjoncturel, donc je réaffirme ce que je viens de dire. Par ailleurs, on n'a jamais dit que le Shandong était une aberration, simplement on a dit que les résultats du bureau dans la province du Shandong n'étaient pas à la hauteur de l'investissement réalisé.
Donc on a tiré une conséquence, on a fermé le bureau dans le Shandong, on a été l'expliquer d'ailleurs au maire de Qingdao, puis au vice-gouverneur de la province du Shandong. Vice-gouverneur, il y en a 3. On a reçu une femme vice-gouverneur d'ailleurs au mois de juillet. Les relations sont tout à fait conviviales et agréables. Et d'ailleurs, la prochaine mission en Chine va y retourner dans le Shandong parce qu'il y a des liens qui existent, mais il nous a semblé que ce bureau coûtait cher pour ce qu'il rapportait. Je suis en train de reprendre mes notes. Donc je crois que... Et puis vous avez parlé aussi de la formation en anglais. C'est un vrai sujet, mais c'est aussi un sujet qui est suivi de très près par les actions de la DGA, formation emploi. Alors, quelques mots aussi pour répondre à M. Niccolò et rebondir sur ses propos. En ce qui concerne la coopération décentralisée, il y avait une structure qui s'appelait ALCID, on l'a transformée, on la transforme en RRMA, c'est-à-dire Réseau Régional Multi-Acteurs. On souhaite autonomiser autant que faire se peut cette structure, et c'est Christine Guerriot qui suit ça de très près, mais Christine Guerriot malheureusement ne peut pas être là aujourd'hui. Donc on donne à ce réseau les moyens de se développer. Il y a d'ailleurs de bonnes nouvelles puisque les entreprises ont rejoint ce réseau, puisque l'Université de Nantes devrait rejoindre également ce réseau assez prochainement. Mais c'est vrai qu'on met en place notre feuille de route, notre stratégie internationale qui est essentiellement basée sur l'économie. On a dit même qu'il y avait un primat à l'économie. Ça n'empêche pas la coopération décentralisée, ça n'empêche pas de mener des actions dans certains pays. Mais effectivement, notre primat est à l'économie. Enfin, je voudrais remercier Lydie Bernard pour les propos qu'elle a tenus. Je crois qu'effectivement, en particulier dans cette commission, pour les acteurs économiques de cette commission, c'est sans doute eux qui ont vu le plus de changements par rapport à notre stratégie internationale, mais c'est une stratégie qui est visiblement comprise, et donc je leur remercie de ces propos. Et enfin, avant de conclure, Madame la Présidente, je voudrais à mon tour saluer le travail énorme qui a été réalisé par les services sous l'égide et sous l'autorité bienveillante et néanmoins souriante de Jacques Briand. Remercier aussi nos 3 envoyés spéciaux, Médéric Demouchy, Tanguy Bonneau et Yannine Vega, qui ont fait un travail remarquable depuis qu'ils sont en place au mois de mai dernier. C'est pas long, un an, à peine un an, d'autant plus qu'il a fallu aussi qu'ils se forment à l'économie ligérienne, au secteur d'excellence de l'économie ligérienne. Ils ont passé du temps aussi dans les Pays de la Loire pour se former. Et je trouve que le résultat de leur travail, déjà au bout de quelques mois, est déjà très prometteur. On fera un point d'étape avec Business France, puisque la convention qu'on a signée notait que nous devions faire un point d'étape au bout de 18 mois. Ces 18 mois vont bientôt arriver, mais je sais de près les relations que nous avons étroites, que nous avons avec Business France, que Business France est aussi satisfait de leur travail. Et j'imagine, Madame la Présidente, que nous continuerons à travailler dans ce sens au service des entreprises des Pays de la Loire.